Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très bien et que j'aime énormément, Dominique Font, présidente des Reines de Cœur. Et qui est accompagnée justement de Divine, Reine des Cœurs. Et il y a une raison pourquoi tu es là, en plus. Bonjour à vous tous. Bien effectivement, Divine m'accompagne, c'est une jeune femme très engagée au niveau du comité, comme tu sais, toutes ces jeunes femmes que nous avons la chance de côtoyer toutes les deux depuis la création du comité. Et Dieu sait si tu... Bientôt 6 ans, hein? Oui, il y a 7, c'est la 7e, ça sera la 7e, et je pense que tout le monde est ravi de retrouver les Reines de Cœur. Et moi, je te remercie encore une fois. Mais je suis ravie de te retrouver aussi. De l'accueil qui est fait toujours au niveau de ton émission. Et puis, bien évidemment, je n'oublie pas, et j'en parle tout de suite, parce que c'est très important pour moi, l'importance de ton époux, Stéphane, qui nous suit et qui est un fidèle, et qui est un de nos fidèles. Il a toujours été fidèle depuis le départ. Hein. Il devance nos besoins. Il devance nos besoins et ouais. En même temps, je crois qu'il a une épouse formidable qui s'occupe vraiment avec amour de lui et de vous aussi. Je n'en doute pas. Et qui vous aime. Je n'en doute pas. D'ailleurs, toutes tes reines de cœur sont vraiment d'une gentillesse exemplaire, avec une éducation et des valeurs. Et ça, c'est important. C'est vrai, elles s'impliquent énormément parce qu'on va rappeler que ces jeunes femmes ne sont pas des reines de beauté. Ce ne sont pas des jeunes femmes que l'on recrute sur des critères de beauté, mais uniquement sur des critères de cœur. C'est-à-dire que des jeunes femmes comme Divine passent une partie de leur temps de libre à nos côtés, dans les EHPAD, comme ça s'est fait la semaine dernière. Nous étions à l'ICM, nous avons passé Octobre Rose il y a quelques mois et nous avons passé nos week-ends à accompagner certaines personnes en difficulté, et Divine faisait partie de ce groupe de jeunes femmes qui donnent beaucoup d'amour aux personnes qui en ont besoin. Oui, c'est vrai. Et là, nous allons voir justement un extrait, un teaser d'une manifestation que... Mais je pense que tu vas voir le teaser tout le monde va rencontrer le teaser de la finale Reine de Cœur France qu'il y a eu il y a un an. Et bien justement dans quelques jours, puisque là nous sommes en plein mois de janvier, et bien dans quelques jours, nous sommes le 15 aujourd'hui, le 18 nous partons toutes à Montlouis, chez notre partenaire aussi. Comme toujours, hein. Tout le temps, la famille Pujol, le Clos Cerdan fidèle, qui nous offre un séjour fabuleux parce qu'elle partage aussi nos valeurs. Nous partons avec ces jeunes femmes pour Montlouis, donc du 18 au 26, et la finale aura lieu le dimanche 26 à l'Opéra Comédie de Montpellier, où j'invite toutes les personnes qui te suivent régulièrement à nous rejoindre, puisque l'entrée sera bien évidemment offerte à tous nos partenaires et à tous tes amis qui sont nos amis. Et en même temps, vous faites, je dis bien parce que c'est une équipe aussi, bien entendu tu es la présidente, mais des soirées extraordinaires. Nous essayons de faire les choses. Bon, là, vous avez assisté tous au Bal des Fleurs. On a fait pas mal de manifestations cette année pour les actions caritatives, entre autres l'équipe Pescalune, pour les veuves et orphelins de la gendarmerie. Nous avons fait un bal, nous avons fait un loto, nous avons fait beaucoup de choses, et nous soutenons encore cette année pendant la finale Reine de Cœur France. Donc nous allons voir un extrait, voilà. Et ensuite on reprend.
Alors, nous avons vu un extrait justement de cette manifestation et je pense qu'il y aura de nombreuses personnes qui vont assister comme d'habitude. Tu fais toujours salle pleine. Hein? Oui, nous espérons que nous aurons cette année encore beaucoup de monde. D'abord parce que l'entrée est offerte à toutes les associations que nous soutenons et nous en soutenons quand même pas mal dans la région. Et ensuite, peut-être dire 2 mots sur les jeunes femmes comme Divine qui sont recrutées dans toutes les régions de France. Elles ne sont pas sélectionnées sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des beautés physiques, mais sur leur engagement. Divine nous parlera tout à l'heure de ses engagements. Et donc, on a des jeunes femmes qui arrivent partout, qui sont sélectionnées pour ces actions, mais ne sont pas sélectionnées en finale par un jury. Il n'y a pas de jury. Il y a une vérité. Il y a une vérité. Ces jeunes femmes, bon, déjà, elles se connaissent parce qu'elles ont tous les 15 jours des réunions Zoom. Sur toute la France, elles se rencontrent, elles échangent des sujets d'intervention dans les différentes associations qui peuvent avoir envie et besoin de nos services. Et puis, elles ont ce fameux jury final. Ce sont elles que pendant une semaine, en plus de s'être rencontrées tous les 15 jours, elles vont vraiment passer 10 jours ensemble, où là, tous les jours, elles vont s'évaluer. Et ce sont elles qui vont dire à la fin du séjour, la Reine de Cœur France qui nous représente le mieux, c'est celle-ci. C'est pour ça que je disais une vérité, c'est pas truqué. Non, là, je crois que Divine était là l'année dernière, puisqu'on avait offert l'année dernière, tous les 5 ans, si tu veux, nous faisons l'élection des anciennes, des fidèles, dont les nouvelles viennent accompagner. C'est le contraire de ce qui se fait d'habitude. Et donc, Divine était déjà là l'année dernière pour accompagner les anciennes qui passaient ce test supplémentaire. Et c'était un grand moment. Donc, je pense que peut-être on pourrait donner la parole à Divine qui va peut-être nous dire ce qu'elle a ressenti de cette semaine de préparation et puis nous parler de son projet. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, merci déjà de nous avoir reçus sur ce plateau. Je tenais à remercier Madame Font également de m'avoir accompagnée ici avec vous. Alors moi, je m'appelle Divine, je suis reine de cœur Andorre. Je représente la région d'Andorre au sein du comité. Cela va faire 2 ans. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, je vais avoir la chance d'avoir 2 finales parce que l'année dernière, c'était juste magique, j'ai pas les mots. Nous avons pu accompagner les anciennes, comme elle a su le dire. On a eu ce côté accompagnement. On a eu ce côté convivial, il y a eu des rires, des larmes, des pleurs, beaucoup de travail, mais c'était que du bonheur. Ça nous a permis aussi à pouvoir nous orienter sur nos différents projets, notamment par le soutien des coachs et des anciennes qui étaient présentes lors de la finale. Donc on a eu cette chance-là de pouvoir participer à ces bons moments au sein du comité au Clos Cerdan. Il y a eu plein d'activités. Par rapport à mon projet consiste à maintenir en fait l'éducation dans les pays défavorisés. En appui avec les actions en commun que nous mettons en place avec Madame Font, dont on soutient principalement le CW. C'est une action qui nous tient vraiment à cœur, le CW. C'est quoi le CW? C'est le Cosmetic Executive Woman. C'est à l'ICEM de Montpellier. Nous étions là-bas. En gros, ça sert à financer les études des socio-esthéticiennes. Donc, Par une précision, nous ne finançons pas les études des socio-esthéticiennes. Oui. Nous finançons le salaire des socio-esthéticiennes qui œuvrent de façon gracieuse pour les patients hospitalisés, entre autres en cancérologie. Donc, Montpellier, c'est l'ICM. Mais il y a 23 centres à Montpellier avec des socio-esthéticiennes qui sont rémunérées grâce aux actions que mènent les partenaires dont le comité Reine de Cœur fait partie. C'est un travail énorme, mais tu disais que vous étiez amené à aider des pays. Oui, on aide par exemple par le biais de Madame Font, le comité Reine de Cœur. On n'a pas une limite au niveau des frontières, si je peux le dire ainsi, parce que cette année, on a pu financer au niveau de la scolarité des enfants défavorisés dans un pays qui s'appelle le Bénin, Mayotte, le Ghana, d'autres pays à travers la France. Donc, on soutient tout ce qui est en rapport avec la scolarité. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Un simple geste, comme dit souvent Madame Font, peut apporter le sourire, notamment avec l'aide des partenaires. On a une reine de cœur qui m'a beaucoup aidée également, qui travaille chez Emmaüs. Donc, Emmaüs nous a fourni également des produits qui ont servi Kira. Donc, on a pu fournir des produits. On a fait une collecte aussi au sein des reines de cœur. Chacune a pu apporter, ne fût-ce comme dit Madame Font, un stylo peut servir lors des répétitions. Donc, même quand on répète, on mène des actions.
Donc, elle pourrait témoigner, évidemment. Donc, on a pu aider ces enfants. Et moi, c'est un projet qui me tient également à cœur, les orphelins. Donc, on aide les orphelins et surtout ceux qui n'ont pas accès à la scolarité. Parce que pour moi, l'éducation, ça passe avant important. tout. Et savoir lire, écrire, c'est une force, si je peux le dire ainsi. Oui, on développe aussi ces personnes. C'est comme des pays sous-développés. Donc voilà, vous aidez carrément dans le pays. Ça, c'est important de le dire. D'accord. Et même nous, les Reines de Cœur, on a droit à l'éducation parce qu'à la semaine de préparation, on a un cours avec Océane, la Reine de Cœur France, qui est professeure d'école. On a un cours sur le participe passé. On a des cours. L'année dernière, c'était très spécial, madame, si je me trompe. Les anciennes avaient un test de culture générale. Donc, il y a quand même ça aussi Comme à la fac. Comme à la fac. Je dirais pas. Et cette année, il est sympathique. J'en ai aperçu. Ce sont les Reines de Cœur, les coachs Reines de Cœur qui ont mis en place ces questionnaires. C'est sympathique. Donc, je dirais pas comme à la fac, mais ça, c'est une partie que nous, les nouvelles, on va découvrir. La culture générale, oui, donc, c'est important. Très important. très Après, important. on a des cours de bonne manière, on a plein d'actions qui nous poussent à aller au-delà de ce qu'on sait, certes, mais on apprend tous les jours au comité. Tous les jours, on apprend. Écoute, moi aussi, figure-toi que j'apprends tous les jours avec Dominique parce qu'elle est géniale. Elle s'occupe énormément de vous et bien. Vous êtes ses filles. Et en même temps, elle vous apporte les valeurs, l'honneur. Et ça, c'est important. Ça se ressent vis-à-vis de toutes les personnes qui côtoient votre univers. Aussi bien, je dis bien, les personnes qui viennent en tant qu'invités, mais les personnes comme nous, qui vous connaissons depuis très très longtemps. Moi, je te connais depuis le début, d'ailleurs. Et donc, pour moi, je peux dire que j'ai une grande admiration pour Dominique Font et tout ce qu'elle fait. Vraiment une grande admiration. Merci. Merci. Quelle fierté. Oui. Et donc, en même temps, on est toujours là, bien entendu, ça va, ça vient, et même elles restent, les Reines de Cœur. On peut toujours compter sur elles. Ah oui. Voilà, mais tu es toujours à la recherche du renouveau quand même. Bien sûr, tous les comme ans. Nous, comme nous d'ailleurs. Tous les ans, nous recrutons des candidates. Mais pour te donner un exemple, cette année, elles partent 16 candidates comme tous les ans, mais il y a 8 coachs. C'est-à-dire, les anciennes, elles ne veulent pas partir. Donc, j'ai une coach pour 2 candidates cette année. Je pense qu'elle va être parfaite. Mais c'est bien, ça fait des binômes. Voilà. Parce qu'au départ, il y avait 20 candidates et 4 coachs. Puis, Puis c'est vrai que ça permet de fidéliser ces anciennes, puis ça montre l'exemple aux nouvelles, que c'est une grande famille, c'est pas one shot, quoi. C'est pas, elles viennent pas faire une élection et puis c'est fini. Non, elles sont là et puis elles ont envie de rester. Et ce qui prouve que, je te dis, cette année, on a 16 candidates et 8 coachs. Sur la scène, elles sont 24. C'est top. Divine, tu dois être très fière quand même de faire partie de cette famille. Oui, je suis très fière. Et en même temps, quand j'écoute et quand je vois tout ce travail qui est fait, c'est vraiment incroyable. Même nous-mêmes, quand nous avons besoin d'une aide quelconque, Dominique, mais présent. Bien entendu, il ne faut pas exagérer, pas pour n'importe quoi. Hein. Oui, c'est sûr. Elle met présent et vraiment, elle est toujours là et vraiment, je crois que Désolée, Dominique, mais je suis obligée d'être fière de toi. Merci. Fière de vous, madame. Merci. Oui. Écoutez, moi, si on est tous fiers, moi, j'invite tout le monde à venir assister à cette finale dans quelques jours, dans le 26 janvier à 17h, Opéra Comédie de Montpellier. Voilà, on va redire un petit peu parce que je l'ai dit très vite. Donc, tu invites tout le monde à l'Opéra de Montpellier. Opéra Comédie de Montpellier, place de la Comédie. Place de la Comédie. Vraiment, on le voit, on le voit en grand. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Et puis, en même temps, tu invites tout le monde. Donc, le mot de passe sera Love Sister. Ouais. Le mot de passe sera Love Sister. Ça voilà. C'est sympa, ça. Et donc, elle invite tout le monde. Et sachez quand même que ce sont des entrées gratuites. Et ce sont des jours et des jours et des jours de travail qu'elles ont fait tout ensemble. Dominique s'est mis à fond. Je pense qu'elle doit respirer après quand tout est terminé parce que tu te mets à fond. Mais en même temps, c'est ta survie. C'est ta survie, justement. Tout ce que tu fais, ta survie de créatrice, de tout. On peut te mélanger dans toutes sortes de multiplications, de créativité. Hein. J'essaie.
Je sais, mais j'ai une belle équipe. Là. Alors, on vous invite vraiment à vous inscrire. Donc, elles peuvent s'inscrire comment ces personnes Normalement, qui sont intéressées. au travers des Reines de Cœur, elles disent on sera 10, 15, 20, sinon carrément sur le groupe. Donc, c'est dans la France entière. Ah oui, tout à fait. Il y a des gens qui viennent de partout. Ça, faut le préciser, que c'est dans la France entière. Il y aura une tombola, comme tous les ans, et cette tombola est partagée entre tout ce qui est le Cosmetic Executive Woman et l'équipe Escalune pour les veuves et orphelins de la gendarmerie. Voilà. Ça, c'est important. Très de le important dire. pour nous de soutenir. Parce on a besoin des gendarmes, on a besoin de la police. On en a besoin, et ils seront là en nombre, normalement, dimanche après-midi, parce qu'ils valident bien évidemment ce que nous faisons, et puis parce que je pense que nos Reines de Cœur sont fiers de mettre en avant les valeurs de la gendarmerie nationale. En tous les cas, moi, je suis très bien avec les Reines de Cœur. Elles sont très gentilles avec moi à chaque fois que je les vois. Et toi aussi, tu es très gentil avec moi. Sur ce, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ? Non, restons nous-mêmes, restons à l'écoute des autres. Et c'est ce qui est très important aujourd'hui, c'est que ne soyons pas égoïstes. Divine, ma chérie, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ? Reine de cœur un jour, reine de cœur toujours. Hein. Bravo, on vous dit au revoir. Au revoir. Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Is Barouk. Voilà. Enchantée, Muriel. Enchantée. C'est un plaisir de te recevoir, tu sais. Merci. Oui. Donc là, on va parler un petit peu de diverses choses artistiques que tu fais. Donc d'abord, tu es coach en éveil émotionnel. Tout à fait. Donc on va en parler tout à l'heure. Tu es actrice. Et tu es réalisatrice. Totalement. Ça fait beaucoup de choses, tu ne chômes pas, en non, gros. et je chôme pas, voilà. comme tu dis. Voilà. Et j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce premier coach en éveil émotionnel avec une technique très, très, très spéciale. Ça veut dire quoi, technique spéciale ? Alors, la technique que j'utilise pour être coach en éveil émotionnel, c'est la technique Meissner. Alors, la technique Meissner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qui est issue de l'acteur studio, de la méthode de l'acteur studio, qui a été révélée par Konstantin Stanislavski. Tu vois, même moi, j'ai du mal à dire parfois les noms de famille. Ah, mais c'est pas grave, ça. Stanislavski, qui était metteur en scène en Russie et qui a créé une école dans laquelle il voulait créer des acteurs, mais avec une technique de vérité, un jeu véritable. Et dans sa classe, dans cette formation qu'il avait créée, il y avait plusieurs personnes qui ont fait la renommée du cinéma, telles que Lee Strasberg, qui est la mémoire sensorielle, telle que Stella Adler, et telle que la Stanford Meissner. C'est à quoi ça te fait penser, ça ? C'est quoi ? Au jeu de rôle. Au jeu de rôle, oui, effectivement, puisque c'est au niveau du cinéma que chacun a apporté sa patte. Voilà. Donc, la technique Meissner, excusez-moi, la technique Meissner, en fait, c'est l'acteur doit réagir impulsivement à son partenaire sans aller chercher une perfection ou une vérité. Il va juste être là dans une vérité des actions. Je vais dans un tournage, je tombe sur toi, Muriel, en tant qu'actrice professionnelle, mais c'est le jour J pour jouer ensemble. Et ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réagir à ce que tu m'envoies. Ta sensibilité, tes émotions, ta façon de me donner ton texte, et tout ça vont faire que mon texte va être dirigé par ce que tu m'envoies. D'accord. C'est donc, si je réagir comprends à bien, l'autre. l'acteur qui travaille avec toi, lorsque tu coaches, a quand même lu ton texte. Généralement, évidemment, ils ont une réplique ou un texte. Elle connaît le storyboard. Exactement. Voilà. Elle connaît sa réplique, elle connaît son scénario. Ce qui est intéressant quand je vais coacher ces acteurs, c'est de leur montrer qu'il ne faut pas se cloisonner dans une façon de jouer telle que eux ils ont pensé, mais leur donner la liberté, si vous voulez, d'être ouverts à la direction de jeu du réalisateur. Parce que le réalisateur, même si dans un scénario il y a marqué il faut pleurer, le réalisateur, lui, peut-être, il va dire non, Muriel, faut pas que tu pleures là. Moi, j'adore comment tu es là. T'as pas besoin de pleurer réellement. Juste ta sensibilité me plaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer tous les états émotionnels des acteurs pour qu'ils puissent être vraiment ouverts au jeu et à la demande des réalisateurs. D'accord. Alors, est-ce que en tant que coach,
est-ce que tu as une école ou des élèves que tu coaches, bien entendu? Alors, j'ai travaillé dans une école à Montpellier qui s'appelle l'Acting Club. Donc, j'ai travaillé pendant des années là-bas. Aujourd'hui, il y a un nouveau projet. Ça tombe bien, on est le 15 janvier, donc c'est incessamment sous peu que l'école s'ouvre. Je ne peux pas trop en dire, voilà. Et je vais être coach, oui, d'acteur dans cette école. Ah, eh ben écoute, j'aimerais faire un tour. Exactement, c'est une école incroyable qui va s'ouvrir. Et en plus de ça, je fais du coaching personnel. Elle va s'ouvrir où exactement? Dans les alentours d'Avignon. Ah, c'est loin. Bon, voilà, je vais y aller parce que j'adore mon métier. Donc tu viens de loin? Je vais venir de loin, mais j'aime ça. En fait, aujourd'hui, quand on fait un métier qui nous passionne, c'est plus un métier. C'est une joie d'aller le matin, de revenir, de travailler, de faire des heures pas possibles parce que tu es dans un métier qui t'anime et c'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui est très bien et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu expliques ce que c'est exactement et tout le monde comprend. Voilà, j'aime ça. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile, même pour un acteur, en écoutant, de donner des émotions différentes, réelles. Donc, en fin de compte, ce sont des émotions un peu sauvages. Hein? Un peu sauvage, et tu l'as dit en fait, Muriel, ce que j'aime moi dans ce métier, je n'aime pas fabriquer, j'aime la réalité des choses. La réalité au présent, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on est acteur, c'est pas difficile. On te demande, Muriel, demain d'être policière. En fait, ce qu'il va faire, c'est que pourquoi je vais te choisir, Muriel? Parce que j'aime ton âme, j'aime tes émotions. Et je vais te donner un vêtement de policier qui va faire que tu vas être une policière différente, Muriel, avec la réalité de tes émotions et rien fabriqué. C'est ce que j'aime, c'est l'émotion véritable. Et dans la technique Meissner, c'est vraiment être vrai dans des circonstances imaginaires. Et c'est pour ça que je l'ai appelé coach en éveil émotionnel avec la technique Meissner, parce que je m'adapte au cas par cas. Si alors, toi, Meissner, ça s'écrit comment? Je t'aide. Tu m'as dit comment? Ça s'écrit comment, Meissner? Meissner, M-E-I-S-N-E-R. C'est Stanford Meissner. Tout le monde peut regarder sur Internet. Tout le monde peut regarder Stanford Meissner. C'est une révélation depuis dans les années 90, puisque Lee Strasberg à l'époque, lui faisait la mémoire sensorielle. Quand un réalisateur te demandait par exemple de jouer une scène où tu pleures, il te disait, Muriel, va chercher quelque chose qui est au fond de toi, qui t'a fait mal dans ta vie, repense et donne-moi ces larmes. Et les gens n'aiment pas trop ça, certains n'aiment pas, moi j'aime bien, mais les gens n'aiment pas ça. Et en fait, ça a été évacué, parti, et depuis dans les années 90, quand il est mort, Stanford Meissner, là, cette technique s'est révélée et elle dépasse... Très bonne technique, très très bonne technique. Donc, est-ce qu'on peut donner l'adresse de cette école? Oui, alors elle est à Riou. Alors la rue c'est Riou. Que je me souvienne, j'ai un trou de mémoire. C'est juste à côté de la gare. Vous tapez Acting Club à Montpellier, c'est à 3 minutes de la gare. Le directeur s'appelle Lou Brice Léonard et c'est une très bonne école. De la gare de Montpellier. Tu as bien fait de me dire la gare de... J'ai l'impression que c'est une évidence, mais non, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence, hein? Non. Donc, est-ce qu'on peut être désorganisé? On peut parler en tant que réalisatrice aussi? Oui. Moi, j'aimerais bien accentuer sur le mot réalisatrice. Alors comment ça se passe? Réalisatrice. Pourquoi réalisatrice? Quand on rentre dans ce métier d'acting, au début, je voulais être chanteuse. Ça s'est pas fait. C'était pas un métier à l'époque. Il est pas trop tard. Oui, il est pas trop tard. J'ai un tu peux l'ajouter. Hein. Il est pas trop tard. Je voulais, mais ça se faisait pas. Et en arrivant à Montpellier il y a quelques années, j'ai dit je vais faire réellement ce que je veux. J'ai intégré cette école et je me suis rendu compte que j'adore l'acting, jouer en étant vrai. J'ai travaillé aussi à Radio Aviva. J'ai été animatrice à la radio. Et à un moment donné, j'ai vu que c'est difficile de trouver des rôles à nos âges. Ils prennent beaucoup plus de jeunes femmes. Et mon directeur à l'époque, il m'a dit pourquoi tu écris pas un rôle pour toi et tu réalises ton film? Et je lui ai dit mais c'est vrai en fait, je sais ce que je vais faire. Et j'ai créé le nouveau court-métrage, j'ai réalisé le nouveau court-métrage qui s'appelle Confidence, dans lequel
5 femmes, 5-6 femmes de confessions différentes, de morphologies différentes, se retrouvent dans un hammam et chacune va dire sa vérité. Celle de vouloir être maman, celle de ne pas vouloir être maman, celle d'être une femme libre, celle d'être une femme sophistiquée. Chaque vérité est importante et j'ai réalisé ce premier court-métrage Confidence. Depuis combien de temps? En 2021. Donc on peut le voir sur YouTube, je suppose. Sur YouTube, il est parti dans des festivals et il s'appelle Confidence. D'accord. Ça parle des femmes. Et est-ce qu'on peut voir des extraits de ce fameux court-métrage? Oui, on peut le voir, je le mettrai. Voilà. Quand ils partent dans des festivals, on ne peut pas tout de suite divulguer ce qui se passe. Mais dès que c'est fait, j'ai une page dans YouTube qui s'appelle une chaîne Sarah Iris et dans lesquelles je mets des extraits de D'accord, tout ce que ça j'ai va fait. très 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 bien. Donc tu vas faire des petits teasers. Exactement, en gros, Muriel. Et donc réalisatrice, donc tu ne vas pas te contenter simplement d'un court-métrage. Non, j'en ai fait un deuxième là avec une co-réalisatrice et il est en post-production et pareil. Encore en secret. Hein. Encore, c'est dommage parce que tout est secret tant que ça ne sort pas. Donc il Mais s'appelle c'est normal. Ben, voilà. En fin de compte, tu es en finale de ton deuxième court-métrage. Exactement. Voilà, et même en tant qu'actrice, non, tu m'as parlé de réalisatrice. On va rester sur réalisatrice. Ce qui est bien en tant que réalisatrice, ce que j'aime, c'est les plans serrés. C'est les bouches qui parlent, c'est l'émotion d'une main qui tremble. Oui, moi aussi. C'est les yeux. Moi aussi, parce que les plans, c'est très facile de faire un plan entier. Exactement. Hein. Donc c'est nul, même c'est nul. Alors là, n'est-ce pas le caméraman Philippe, c'est nul. Hein. Ouais, j'adore les plans serrés dans lesquels. Moi aussi, j'adore quand, par exemple, quand j'adore une toile nu-pied sur le sable et quand le sable tombe au ralenti, les grains de sable tombent au ralenti. Il y a plein de choses comme ça que j'adore. Je suis comme toi, tu vois. C'est pour ça que j'aime être réalisatrice parce que tu donnes cette direction au chef-op et tu lui dis voilà, j'aime ce plan, j'aime ce regard, j'ai cette larme. Écoute, ma chérie, je voudrais savoir comment tu fais lorsque tu as fait justement ton scénario de ton court-métrage, d'un court-métrage. Okay. Comment tu recrutes? Comment je recrute? Alors, au début de ce que j'ai fait Confidence, j'avais déjà visualisé quelques jeunes femmes que je connaissais autour de moi qui correspondaient un petit peu à mes personnages. Donc, j'avais besoin, comme je t'avais dit, 5-6 femmes de morphologie différentes. Que tu as trouvées? Que j'ai trouvées. J'avais une élève à l'époque aussi. Ce que j'aime, c'est donner aussi la chance aux débutants, puisque moi, on m'a pas donné cette chance et que ça a été très difficile. Je me suis dit, je vais donner cette chance. Et j'ai 2 élèves dans ce court-métrage Confidence qui ont eu du mal un petit peu à trouver des rôles et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais vous donner cette chance parce que j'avais découvert du talent chez elles. C'est bien ça. Et donc, juste dernière question, parce qu'après on va passer en tant qu'actrice. Comment tu fais? Tu les rétribues ou tu leur donnes un défraiement ou c'est des personnes passionnées comme toi? Tu comprends? Alors, au début, le Confidence qu'on a fait, ce qui se passe, c'est que au début, je rétribue effectivement les rôles. Elles viennent, je leur fais passer un casting. Généralement, je leur fais passer un casting toujours sur l'éveil émotionnel pour voir comment elles réagissent, sur l'improvisation parce que c'est important. Si on oublie le texte, c'est pas grave. Je veux voir comment tu rebondis sans faire perdre du temps. Et après, généralement, je prends localement. J'ai pris des actrices localement pour qu'on soit vraiment tout à côté, que j'ai pas de soucis. À moindre frais. Moindre frais. Regardons les choses comme elles sont, parce que c'est très cher. Voilà. Non seulement à moindre frais, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre région, il y a beaucoup de talents. Et il ne faut plus aller chercher forcément dans Paris, même si j'étais une ex-parisienne. On a des perles, on a des pépites ici. Il faut les faire travailler. Bien sûr. Il faut les faire travailler. Maintenant, on va parler en tant qu'actrice aussi. Alors, en tant qu'actrice,
je suis une actrice d'un certain âge parce que à notre âge, malheureusement, on n'a pas beaucoup de rôles. C'est les jeunes femmes. Toutes les séries qu'il y a ici, c'est beaucoup de jeunes. Mais j'ai eu la chance, oui, d'avoir effectivement des rôles dans lesquels je joue généralement soit une directrice d'école, soit maman. C'est mon plus beau rôle dans ma vie. Donc, maman, pourquoi pas. Et alors... Encore une fois, Muriel, on est dans le secret. J'ai eu un rôle sur la chaîne HBO d'une série qui va sortir. J'ai eu aussi un rôle en tant que directrice. Et là, j'attends une réponse pour un rôle d'une maman juive séfarade. C'est très bien. Donc ça, on ne peut pas en parler vraiment, mais de toute façon, on va le découvrir. Donc, je compte t'inviter lorsqu'on pourra en parler vraiment, n'est-ce pas ? Merci. Et voir les images. Et voilà, nous allons, comme nous voyons des images, on commence à te connaître, on te reçoit dès que possible. Et donc, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux me dire le dernier mot ? Je te remercie de m'avoir invitée, Muriel. De ce que je vois et je ressens, parce que je suis très intuitive, tu parles avec le cœur, tu fais les choses avec le cœur. Et c'est pour ça que j'ai été d'accord de venir, parce que j'ai senti que Love Sister, c'est fait avec le cœur. Et quand on met une patte avec le cœur, je suis là. Mais écoute, je te remercie beaucoup parce que ça me touche. Donc j'espère que je ferai le rôle d'actrice dans un de tes... Et pourquoi pas. Et voilà, pas. N'hésitez pas. Voilà, dès que j'ai un projet, je le mets, que ce soit en coaching, en actrice, en réalisatrice. En actrice, je suis présente. En actrice, tu es présente, d'accord. Voilà. Alors tu viendras me faire... Je te ferai un coaching. Et en actrice, allez, pourquoi pas. Alors, Sarah est extraordinaire, vous l'avez bien compris. Et donc, elle reviendra très, très, très vite. Génial. Avec ses secrets qu'elle ne peut pas dire, là, pour le moment. Et on vous dit toutes les deux, bye bye. Bye bye, merci. Et vous ne devez pas non plus s'alimenter très correctement. Est-ce que vous savez ce qui a pu se passer ? Non. Non, à vrai dire, je comprends rien. Le judo lui prenait énormément de temps. Je la voyais pas souvent. Pourtant, elle était souriante avec moi. Regarde, t'es resplendissante. Solaire, je dirais. Et moi, j'ai changé ? Non, je te reconnais, tes cheveux. Regarde bien. Je suis plus belle. Ouais, enfin, je sais pas. Je suis plus belle, attends. S'il vous plaît. 2 secondes. Ah ouais. On peut avoir un petit verre d'eau ? Ah. Ouais, ils sont pas très proches. Le mien est propre, donc à la tienne. Je te dis ça parce que tu vois, à 6h du matin, j'ai un coach sportif qui s'occupe de mon corps. J'ai la coiffeuse, maquilleuse le matin, j'ai un masseur. Tout ça le matin, tous les matins. Mon rêve, c'était quoi ? Au bahut, ton rêve, je sais plus trop, mais bon, oui, c'était ouvrir des salons d'esthétique, des choses incroyables. Moi, ça me révolte, ça. Hein. Tantôt des bombes atomiques pour leur pub de voitures de merde, de gel douche ou de parfum. Tantôt, on nous voit dans tous nos états de fatigue, même de constipation. Vous savez quoi ? Ça me révolte, moi. Ça me saoule. Loli, tu vas pas t'énerver ce soir. Cool. Ouais, t'as raison. Bah oui. Je suis tombée sur 2 débiles. Chantal, tu sais quoi ? Appelle la police. Non. Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un de très, très, très spécial qui s'appelle Florence Trébuchon. Donc, finalement, Florence Trébuchon est très facile à dire. On ne peut pas écorcher ton nom, n'est-ce pas? Et donc, on va parler un peu de toi. Donc, tu es médecin, allergologue. Peut-être qu'on a besoin de toi ici. C'est possible. Et comment tu es devenue donc allergologue après tu as changé d'orientation?
Oui, en fait, moi, j'avais le rêve depuis que j'étais petite d'être comédienne. J'ai écrit des pièces de théâtre quand j'avais 12 ans déjà. Et puis, finalement, j'ai quand même fait des études de médecine parce que la pression de mes parents, de ma maman aussi, qui était féministe et qui me disait qu'il fallait avoir un métier pour être indépendante financièrement. Et donc, j'ai pas eu le courage de continuer dans la voie de la profession de comédienne que j'avais entamée. Donc, j'ai arrêté. Je suis devenue médecin, j'ai eu des enfants. Mais il y a une dizaine d'années, cette envie qui n'avait jamais cessé d'exister est réapparue. Mes enfants étaient grands. Et donc, oui, il y a quand même un élément déclencheur. Ça a été le fait que je me suis autorisée à me consacrer du temps à moi. Parce que quand on a un métier, qu'on est maman, c'est important. Voilà, on s'oublie un peu. Bon, je pense que pas mal de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis. Et après, je me suis dit, non, je peux m'autoriser à faire des choses qui me plaisent. Donc, tu as commencé par une pièce de théâtre. Voilà, je suis retournée à l'atelier théâtre, j'ai rencontré des comédiens et j'ai fait du théâtre. J'ai joué en tant que comédienne dans une pièce de théâtre et puis j'ai écrit une pièce de théâtre qui a très bien marché, qui s'appelle Cellule de crise. C'était une comédie sociale en 2018. Qui était où? Qu'on a tourné dans Montpellier et tous les villages. On a été un peu loin, enfin on peut dire dans l'Hérault, quoi. Le soir. Oui, le samedi soir, on jouait dans des théâtres. Et hélas, 2020, le Covid, donc tout s'est arrêté à ce moment-là. Comme tout le monde. Exactement. Comme tout le monde, ça s'est arrêté parce que voilà. On ne peut pas en dire plus. Exactement. Et du coup, ça a été l'occasion, finalement, c'est à cause, je dirais, grâce ou à cause du Covid, où notre pièce s'est arrêtée. Et du coup, j'ai réfléchi à travailler toute seule, forcément. Et c'est comme ça qu'est venu dans mon esprit le désir du stand-up. Et j'ai commencé il y a 2 ans et demi, j'ai fait ma première scène de stand-up en ce qu'on appelle open mic, c'est-à-dire c'est une scène ouverte pour les débutants en stand-up au Montpellier Red Line, et ça a bien marché et j'ai fait plein de plateaux et j'ai écrit mon spectacle que je joue depuis septembre qui s'appelle Existe. D'accord, mais là on va s'arrêter un petit peu et on va regarder un extrait. D'accord. Écoute, ça dit ce que ça dit. Moi, j'aime beaucoup parce que tu es très marrante. Merci. Et donc, lorsqu'on fait sourire, on a gagné, tu le sais. Exactement. Ouais. Donc, Existe. Pourquoi Existe ce nom? Ah oui, Existe. Parce que c'est pas facile d'exister. Pour moi, c'est personnel, un peu finalement exister en tant que comédienne. Ça a été un long chemin de m'autoriser cela. Et puis Existe, en tant que femme, c'est pas si facile dans notre société d'exister, d'avoir le courage même de s'autoriser à trouver son chemin. Ce que tu viens de dire est un mot très important. Hein. Le courage, oui. Bien sûr, il faut beaucoup de courage parce que souvent il faut renoncer à être comme tout le monde, à une forme de normalité que la société nous montre en fait. Est-ce que tu penses que c'est un renoncement, toi? Moi, je pense pas que ce soit un renoncement. Non, c'est pas un renoncement, tu as raison. Au contraire, c'est se débarrasser, je dirais presque s'émanciper. C'est plutôt une émancipation, tu as raison. Devenir libre, c'est justement ce déclencheur qui a été pour toi quand même, malgré tout, des réserves du passé pour moi. Hein, oui. Et où tu n'as plus pensé à toi. Exactement. Et enfin, tu t'es libérée. Donc Exactement. Ça s'appelle liberté. Oui, tu as raison. Hein? C'est une émancipation, c'est une libération. Et le fait d'exister, c'est d'être libre finalement, d'exister comme on pense qu'on est, sans se préoccuper de ce que les autres peut-être pourraient penser. Et il y avait dans l'idée d'exister aussi le fait que je suis une femme de plus de 50 ans. Et donc je voulais parler de moi et des femmes comme moi dans notre société qu'on a tendance à vouloir invisibiliser. Et c'est bien dommage parce que on a la pêche, on a plein de choses à faire. Voilà, je parle dans mon spectacle d'une sexualité très épanouie, d'une vie intime très agréable. Mais la femme a une chance inouïe. Elle n'a pas de problème de prostate déjà. Exactement. Et d'ailleurs, beaucoup d'études disent que les femmes s'épanouissent sexuellement avec l'âge et que c'est un peu une courbe croisée. D'après mes études, et ça m'intéressait, je crois que la femme peut faire l'amour jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que si tout va bien. Hein. Je le crois. Voilà. Et c'est ce que je me souhaite. Voilà. Donc, et j'ai rencontré des personnes assez âgées
et elles peuvent faire l'amour. Oui, voilà, les choses Donc sont ça, un c'est peu important, différentes, mais hein. c'est très important parce que c'est une manière de dire qu'on est vivant. C'est pas d'une obsession sexuelle. La sexualité, l'intimité, elle a plein de visages, il y a beaucoup de tendresse et tout ça, mais c'est l'idée qu'on reste vivant, qu'on n'est pas en marge de la société et que les femmes aussi doivent arriver à s'émanciper. Voilà, dans mon spectacle, je parle beaucoup de que c'est pas évident même pour mes propres enfants d'accepter ça, et que il faut arriver à être soi. Mais dans ces cas, tu fais comme moi, tu fais pas écouter ce que tu fais. Comme ça, tu es tranquille et tu les mets vraiment sur le fait accompli. Oui, tout à fait. Comme ça, tu es tranquille. Exactement. Donc, moi, pour revenir à cette discussion qu'on a eue tout à l'heure en parlant de la femme, même très âgée, peut éprouver du plaisir en amour, bien entendu. Hein. Eh bien, je trouve que c'est le corps qui parle et la santé qui parle. Donc, en fin de compte, c'est comme l'homme. Si tu as la santé, tu as jusqu'à la fin de ta vie dans tes pulsions, tes propres pulsions. Exactement, Hein? oui, tout à fait. Donc, j'ai vu quelques extraits de ce que tu faisais aussi dans tes sketchs. Et donc, tu es très libérée. Oui, certains me disent dans mon spectacle que parfois je suis un peu impudique. C'est un peu une confession. C'est pas de la pudique. Non, mais oui, je suis libérée parce que je pense que c'est bon, c'est un peu c'est féministe ce que je vais dire, mais c'est un peu la réalité. Aujourd'hui, les médias, souvent l'image qu'on renvoie, c'est quand même beaucoup d'hommes, et donc eux, ils ont une image de la femme, peut-être très jeune, etc. Et on renvoie pas assez l'image de la femme dans toute, je dirais, sa puissance, qui n'est pas du pouvoir, mais dans tout ce qu'elle peut irradier, dans tout ce qu'elle peut porter. Et dans le charme qu'elle peut avoir. Exactement, tout à fait. Le charme est une beauté. Faut pas l'oublier. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on fait des pas en avant quand même. Parce que j'entends beaucoup dire, bon, voilà, t'as plus 20 ans, etc., etc. Mais si tu dégages quelque chose et un talent, si tu dégages la joie de vivre aussi, eh bien, tu peux aussi, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu n'as plus le droit, quoi. Exactement. Et donc, pour moi, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à n'importe quel âge, tu peux réussir. Exactement. Donc, si tu donnes un message, si tu transmets un message, si tu transmets des ondes, tu peux réussir. Donc, il n'y a pas d'interdit. Exactement, c'est vrai. Sur toute notre discussion, il n'y a aucun interdit. Donc, je voudrais que tu me donnes quand même quelques explications de ce que tu auras envie de me dire. Ce spectacle, pour moi, c'était vraiment, oui, c'est une confession, c'est très vrai. Au début de mon spectacle, je dis que je ne dirais que la vérité, parce que la vérité, elle est têtue, elle est fidèle et parfois agaçante, un peu comme moi. Et moi, j'ai envie de dire la vérité, parce que souvent les choses, on les travestit et on a des images qui ne sont pas vraies, en particulier sur les femmes, encore une fois. Et le fait que je puisse monter sur scène à mon âge, que je puisse être accueillie dans ce milieu, que finalement je puisse faire des plateaux et tout ça, c'est bien la preuve que on peut tout le temps réaliser ses rêves, il n'y a pas de barrière, ni d'âge, ni le fait qu'on soit une femme. Et ça, c'est un message que je trouve extrêmement puissant, de ne pas s'interdire, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai appris parce que mon fils a fait du kung-fu, et dans les arts martiaux, on apprend que ton pire ennemi, c'est toi. Et je crois que c'est vrai, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites, pas parce qu'on me l'a interdit auparavant, mais parce que je pensais que je n'avais pas le droit de les faire. D'accord. Donc, tu as pris la route nationale. Exactement. C'est ça ? Oui. Et tu as bien fait. Donc là, ces derniers temps, tu as tourné pas mal quand même. Oui, déjà, je suis régulièrement sur des plateaux de stand-up à Montpellier. Il y a plusieurs comédie clubs. Là, il y a le Red Light Comedy Club le plus célèbre. Il y a le Salon Comedy Club, le Salon des Indépendants. Il y a le Broc Café. Il y a plein de plateaux sur lesquels je vais. D'ailleurs, je dois dire, et ça, c'est un truc incroyable, parce que quand j'ai commencé il y a 2 ans, le stand-up, c'est un milieu très jeune, en fait. La moyenne d'âge, c'est 24 ans. Et tous ces jeunes m'ont accueilli. Ils m'ont dit qu'ils me trouvaient drôle, ça m'a touchée. Et ils n'ont pas fait d'agisme, ils n'ont pas dit elle n'est pas de notre âge, donc on l'accueille pas. Ils m'ont accueilli et je joue avec eux. Donc ça, je trouve ça aussi, c'est beau, quoi, comme partage. C'est beau comme partage, mais ça revient trop souvent. Je pense qu'il faut qu'on enlève la discrimination de l'âge. C'est vrai. Mais eux, finalement, c'est moi qui me le suis dit. Eux, ils me le disent pas. Mais je ne parle pas que de toi, oui, spécialement. Mais tu as raison. Sauf qu'il faut maintenant, c'est stop. C'est vrai. Stop. Je suis d'accord avec toi. Parce que l'homme peut être ventru, poilu. Lui, il a tous les droits. C'est vrai. Hein, et des hommes vieux, on en voit dans plein d'endroits. Hein, Et pas très beaux en plus. Hein. Ça, je suis d'accord.
Donc voilà, on va quand même parler un peu de ton projet futur. Oui, ben là mon projet futur, c'est que donc j'ai joué mon spectacle pour la première fois en septembre au Théâtre Le Point Comédie, donc ce spectacle existe et qui a été très bien accueilli. Et là j'ai joué encore de nouveau en décembre et je vais le rejouer encore en janvier. Et après, ben j'espère, je travaille actuellement pour avoir des dates et tourner un peu dans toute la France. C'est mon projet. Ton projet. De toute façon, je pense que tu vas aller loin, vu ce que j'ai vu. Merci beaucoup, Alors, Muriel. je voulais te féliciter, Florence, et vraiment, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Merci, Et Muriel. nous espérons te recevoir, même lorsque tu seras au haut de l'affiche. J'espère que tu reviendras, tu n'oublieras pas Non. les Love Sisters. Je n'oublierai On pas. vous dit bye bye. Bye bye. Elle s'appelle Vanessa, ça c'est son prénom, hein? L'amie. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc, Vanessa est auteure de livres. D'ailleurs, on les voit là. Ouais. Et donc, j'aimerais que tu me parles de ton premier livre déjà. Le premier, ok. Alors le premier, c'est une trilogie. Donc Oui. Alex et Manon. Ça raconte l'histoire de deux enfants qui ont 10 et 12 ans et qui vont découvrir un mystérieux livre dans le grenier de leurs grands-parents. Et ce livre va les faire voyager dans le temps. Donc là, ils vont devoir découvrir plein d'aventures, savoir pourquoi ce livre est dans leur famille et comment faire pour rentrer chez eux à leur époque surtout. D'accord. Donc, il va se passer des événements. Exactement. Donc, Plein on peut en d'événements. dire juste un petit peu pour donner à la Oui, bouche. tout à fait. Alors, premier événement, donc ils voyagent à l'époque du Moyen-Âge. Donc, ils se retrouvent d'un seul coup à l'époque de Charlemagne et en quelques secondes, ils se regardent, ils ont l'impression qu'ils sont dans un film parce qu'ils se disent c'est pas possible, comment on s'est retrouvés ici. Voilà, donc ils vont rencontrer. Donc, c'est un jeu de rôle aussi. Oui, tout à fait. C'est pour d'accord. les enfants. Alors en fait, j'ai beaucoup mêlé l'histoire avec un grand H, parce que moi je suis passionnée d'histoire. Et j'ai fait des recherches pour ces 3 livres pour raconter des vraies histoires qui se sont vraiment passées. Donc tout ce qui va concerner les personnages historiques. Donc dans le tome 1, c'est Charlemagne. Dans le tome 2, ils vont rencontrer Louis XIV, etc. Et tout ce qui se rapproche aux vrais personnages, ce sont des histoires vraies et des anecdotes qui ont vraiment existé. D'accord. Alors, quand tu fais ces recherches-là, Ouais. tu es venu accompagné de ton mari qui s'appelle... Damien Lamy. D'accord. Et donc, lui aussi est dans un métier artistique. Lui, il m'accompagne en fait, il travaille sur YouTube, il m'accompagne, il me soutient surtout énormément dans mes recherches, il lit mes livres avant que ça sorte, parce que du coup, il doit me dire non, ça va pas, ça va, donc voilà. Quand vous êtes ensemble le soir, mais je veux pas être curieuse, mais je veux dire, quand tu fais tes recherches, Oui. il est à tes côtés? Non, il n'est pas à côté dans les recherches. Non, lui, c'est vraiment, il intervient à la fin, quand le livre est terminé. Lui, vraiment, c'est... Il veut pas participer aux recherches? Non, après, je lui demande pas non plus qu'il participe aux recherches. Non, il n'a pas besoin, puisqu'il a déjà du travail. Voilà, exactement. Par contre, ceux qui peuvent participer des fois, ce sont mes enfants, parce que j'ai 2 enfants qui ont 11 et 14 ans, et eux, ils adorent trouver les prénoms des personnages. C'est leur kiff. Ah, c'est sympa de Et donc, les voilà. intégrer dans tes livres. Exactement. D'intégrer une participation Tout à fait. cérébrale dans le livre. Ouais. Ça, c'est important. Hein. Ouais. Et donc, tu as d'autres facettes, et c'est assez étonnant. Tu écris pour les enfants et tu écris pour les adultes. Exactement. Alors, comment tu fais pour faire cette évasion? On peut dire évasion, hein? Oui, tout à fait. Alors, j'adore écrire et je voulais pas me cantonner à un seul style d'écriture. Et surtout, quand j'ai lancé la première trilogie, j'ai des copines qui les ont achetées pour leurs enfants. Et après, elles ont été plusieurs à me dire « Ah, Vanessa, écris pour les adultes. Moi aussi, j'ai envie de lire un livre à toi. » Et je me suis lancée. Et c'est là que j'ai écrit « Ne te fie à personne ». Ne te fie à personne. Voilà, premier roman pour adultes. C'est le premier livre pour adultes. Hein. Exactement, c'est celui-ci. Et j'adore l'histoire de comment a démarré ce livre. Ça a démarré à travers un rêve que j'ai fait. Alors, je ne vais pas tout dévoiler pour ne pas spoiler l'histoire, mais en tout cas, dans mon rêve, je me rends compte que mon mari me cache quelque chose et que toute ma famille me cache quelque chose. Et quand je me réveille, j'ai l'impression d'être que en fait, mon rêve, c'était la vraie vie. Et alors, je m'énerve après mon mari en lui disant « Oui, si j'ai fait un rêve comme ça, c'est ça pas arrive, possible. hein, Ah, ça oui. arrive. Et du coup, je m'énerve après lui. Je lui dis, mais c'est pas possible. Si j'ai rêvé ça, t'as vraiment fait ça, tu me caches quelque chose. Et il m'a dit, calme-toi, écris un livre, ça va aller mieux. Et effectivement, je me suis calmée, je me suis dit, bon, je vais l'écrire. J'ai écrit cette Mais histoire. on souffre après le rêve. Hein, ça. Oui, D'accord, oui. enfin, on va dire Je l'ai vécu, cauchemar, mon rêve. cauchemar, hein. Voilà. Et j'ai écrit un livre qui finalement n'est pas un cauchemar, qui finalement voilà, est un livre avec
petite touche de surnaturel, mais vraiment très légère. Et c'est surtout un roman qu'on dit un peu feel good, où on rigole, on se marre. Voilà. D'accord. Est-ce que ce sont les mêmes éditeurs ou non? Je suis en auto-édition, donc j'ai commencé sur la première trilogie avec un éditeur. Pour enfants. Pour enfants, exactement. J'ai pas trop. Alors c'est pas que j'ai pas trop apprécié, mais en fait je trouve que quand on se fait éditer, c'est soit on a une très grande maison d'édition et là on a une visibilité qui est énorme, soit il vaut mieux rester en auto-édition parce que finalement le travail est le même quand on est auto-éditeur que quand on est en petite. Il faut faire aussi la comptabilité et exactement. Ça c'est embêtant. Ah oui, ça il y a aussi ça à faire. Et il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des maisons d'édition qui vont te commander les livres que tu vas envoyer puisque c'est comme une maison qui te comptabilise ton livre, mais c'est à toi de faire la comptabilité puisque tu es auto-éditeur. Ouais. Et si tu ne fais pas ta comptabilité, ils ne te payent pas. Exactement. Donc, et les autres, ils ont pris les livres, mais tu n'as plus de nouvelles. C'est ça. Voilà. Donc, comment tu t'en sors? En auto-édition, alors moi je passe par Amazon parce que je trouve que c'est la meilleure plateforme. Actuellement. Ouais, actuellement en tout cas, c'est la meilleure plateforme pour les éditeurs, enfin pour les auteurs. Donc là, tu t'occupes de rien. Alors, je m'occupe de rien. Si, quand même, parce que alors toute la partie comptabilité, c'est eux qui font tout. Donc, ça, c'est une grosse chose. C'est énorme. Ça, c'est assez simple. Après, sur toute la partie promotion, c'est à moi de le faire, forcément. Maintenant, moi, je viens du milieu du marketing. J'ai bossé pendant 15 ans dans le marketing. Donc, tout ce qui est publicité, je connais. Après, même quand on est en auto-édition, il ne faut pas être tout seul, parce qu'il faut quand même des relecteurs. Ça, c'est un vrai métier. Parce que moi, je me rends compte que quand je me relis, je vois un nombre de fautes, mais incroyable, alors que parce que quand on écrit, en fait, on se rend pas compte, on fait des fautes de frappe. Il y a des coquilles, il y a tout ça, bien entendu. Et en fait, même quand on se relit, on revoit plus les coquilles parce qu'on a tellement écrit notre livre. Oui, mais là après, il faut lâcher, Il faut lâcher prise. Exactement. Et faire à nouveau. Oh, mais il y a des logiciels quand même extraordinaires. Il y a ça, il y a des logiciels très bien. Et après, moi, je passe par des bêta-lectrices parce que je suis beaucoup sur Instagram. Et je trouve des bêta-lectrices qui sont correctrices aussi et qui me donnent des conseils, qui corrigent. Mais les bêta-lectrices, c'est pas gratuit. Alors, il y en a qui le font gratuitement et d'autres qui sont payantes. Effectivement, il y a les deux. Après, voilà, je pense que quoi qu'il arrive, il faut passer par un. Tu leur fais un cadeau quand elles le font gratuitement. De toute façon, voilà, parce qu'elles le font. Oui, elles le lisent. Après, je leur offre. Ben, ça va de soi. Et tu une fois qu'il est fait, voilà. Donc, finalement, il y en a qui le font gratuitement. Alors, il y a un titre de tes livres qui, je ne sais pas si je vais sauter un pas en avant ou c'était un autre livre, mais il y a un titre qui m'interpelle. Ouais. Les sushis. Les sushis au chocolat. Exactement. Ça veut dire quoi? Alors ça, il faut lire la fin du livre pour comprendre pourquoi ainsi naissent les sushis au chocolat. Donc pareil, je vais pas spoiler, mais je vais juste raconter le début de l'histoire. C'est 4 filles qui sont étudiantes, meilleures amies pour la vie, et qui à la fin de leurs études se disent « Tiens, on va se donner rendez-vous dans 10 ans. De toute façon, on se sera vu la veille parce qu'on est BFF et qu'on se sera jamais quittés. » Et en fait, 10 ans passent et ça se passe pas comme prévu. Elles se sont quittées, effectivement. Et il y en a une qui manque à l'appel. Donc elles vont partir, les 3 autres vont partir à sa recherche. Savoir si elle est vivante, où elle est, qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout, dans ce livre, elles vont repartir dans leurs souvenirs étudiantes. Et ça, quand j'ai écrit ce livre, je suis repartie dans mes propres souvenirs étudiantes. D'ailleurs, j'ai des copines qui ont fait leurs études avec moi, qui se sont reconnues. J'ai changé les prénoms, mais elles se sont reconnues. Et pourquoi les sushis au chocolat? Donc, je ne vais pas dire maintenant parce qu'il faut lire le livre, mais effectivement, il y a un lien. Et c'est pas un titre juste comme ça. Mais il y a un lien avec le chocolat. Il y a un lien avec le chocolat. Alors, il y a un lien parce que, comment dire sans spolier, en fait, ces 4 amis, il y a quelque chose qui les relie. Le chocolat? Le chocolat les relie. Non, c'est une création culinaire. On l'apprend dès le début. Hein. C'est une création culinaire et c'est quelque chose qui va les relier. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus, il faut lire pour savoir. On va lire pour savoir. Et là, je vois aussi un autre livre, alors si tu peux m'en parler un peu. Oui. Alors, c'est... Meurtre à la banque, du coup? Oui. Le policier, oui. Ça, c'est un livre qu'on a coécrit à 2 avec mon mari. Donc, c'est parti d'une idée où il avait envie de... En fait, mon mari travaille dans le milieu financier. Et donc, il s'est dit, tiens, tu veux pas faire un policier? Alors moi, j'étais pas trop policier à la base, hein, j'étais plutôt roman, un peu roman drôle. Et je dis, bon, ok. Donc, du coup, il a écrit les idées.
Donc c'est lui qui a vraiment m'a dit tiens, il y aura tel personnage, l'intrigue. Et puis après, moi je l'ai romancé et je l'ai vraiment écrit. Et, enfin, il a fait le plus gros travail finalement. Il a fait une grosse partie du travail. Et après, on a discuté là, à deux. Il faut quand même le mettre à l'honneur. Oui, je le mets à l'honneur. On l'a fait à deux, ce livre. Et finalement, c'était assez sympa d'écrire un livre à deux parce que je me suis dit, il a eu des idées que moi, j'aurais pas du tout eu et des choses que j'aurais pas mises. Et le rendu, finalement, est très bien. Très bien. On va parler d'autres livres. Ouais. Vas-y. Alors, le dernier, c'est une série de livres. Donc, c'est celui-ci. Ça s'appelle Les Héros 2. Qui vient juste de sortir, je crois. Alors, le 1. Donc, ça, c'est le 1 qui est sorti en septembre. Le 2 est sorti en novembre. En octobre, pardon, le 3 en novembre. Et donc là, il y a les 3 premiers qui sont déjà sortis. Donc, tu comptes en faire d'autres. Exactement. Elles font combien de pages, les petits? Alors ça, ce sont des petits livres qui font une centaine de pages. Donc, c'est assez facile à lire. C'est Ah, pour les je vois enfants. qu'il y a des dessins dedans. Hein. Exactement, il y a des illustrations. Donc, avec la couleur, ça coûte cher. Exactement. Plus cher que... Alors ça, pour le coup, je me suis posé la question de faire en couleur ou pas en couleur. Ça, c'est ce que tout le monde se pose comme question. Exactement. Et en fait, ce livre-là, je l'ai testé parce que c'est un livre qui va raconter un peu, qui va aider les enfants à avoir confiance en eux. C'est pour les 8-12 ans, donc c'est vraiment un âge où on se construit à l'école. Comme je suis passionnée d'histoire, j'ai relié ça à l'histoire. Donc j'ai pris des personnages historiques qui ont vraiment accompli des grandes choses dans leur vie et je l'ai raconté à des enfants, du coup, 8-12 ans. Dedans, il y a aussi des anecdotes qui sont assez drôles, des activités créatives, etc. Et pour le tester, je l'ai testé avec des maîtresses et des mamans qui avaient des enfants de ces âges-là. Et je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Le premier tome a fait l'objet de pas mal de modifications, finalement, parce que j'ai écouté ce que les mamans m'ont dit. Bien. Voilà. J'ai écouté. Il y en a qui m'ont dit attention, il y a trop de fois, par exemple, le mot confiance en soi, et du coup, ça fait l'effet inverse sur un enfant parce qu'il se dit ah mince, on m'en parle trop de confiance, donc je vais pas avoir confiance. Donc j'ai écouté la maman, j'ai modifié. Et sur l'histoire de la couleur, je me suis beaucoup posé la question parce que c'est pratiquement du simple au double, le coût de l'impression sur la couleur. Et en fait, 90% des cas m'ont dit un livre pour enfants, tu peux pas le mettre qu'en noir et blanc. Parce que en fait, dans ce livre, je sais pas si je peux montrer quelques pages, mais à un moment donné, il y a des frises chronologiques et surtout, j'ai des cartes qui vont être colorées parce que pour un peu expliquer aux enfants où ça se passe. Oui, c'est obligé. La couleur est obligatoire. La couleur est obligatoire parce que là, il y a des cartes, donc là, c'est obligatoire. Exactement. J'ai des activités créatives à certains moments et les activités créatives, c'est beaucoup plus parlant pour un enfant quand on montre ce que ça donne. Là, par exemple, voilà. Donc, comme c'est sur l'Antiquité, à un moment donné, je parle de comment construire un monument antique avec des bâtons de glace. Donc, sur un enfant, ça ne va pas forcément lui parler, même si on lui décrit comment le faire, alors que là, il y a la photo et au moins, il voit comment le voilà, réaliser. Exactement. Donc, c'est plus parlant pour les enfants. D'accord. C'est pour ça qu'il est donc là, tu sors. Là, maintenant, tu ne fais que ça. Je fais que ça. Là, je suis sur un prochain qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si je peux en parler un peu, même s'il n'est pas encore sorti. C'est sur une grand-mère qui décède et qui laisse en héritage à ses enfants sa grande maison de vacances. Mais elle fait un testament un peu particulier. Elle va faire en sorte que, pour qu'ils puissent avoir cette maison, ses 8 petits-enfants, donc des cousins-cousines, vont devoir vivre ensemble dedans pendant 2 semaines. Sauf qu'ils ne peuvent pas se voir. Que de toute façon, il y a des histoires dans tous les sens. Donc, voilà, donc on va découvrir pourquoi elle leur a fait ça, parce que c'est pas sympa de la part d'une grand-mère quand on sait que les petits-enfants s'entendent pas de se dire bon bah, une fois que je serai plus là, débrouillez-vous. C'est une belle leçon quand même. C'est une belle leçon et surtout bah, ils vont se dire elle a pas fait ça pour rien. Il y a quelque chose, il y a certainement un secret. Donc si je comprends bien Vanessa, ça c'est ton projet futur. Exactement. Donc est-ce que tu aurais un dernier mot à me dire? Un dernier mot à dire. On a fait le tour de tes livres. On a fait le tour des livres, exactement. Et donc, comment on fait pour te trouver? Comment on fait? On va sur Amazon, bien entendu, exactement. déjà. On va sur Amazon, Vanessa Lamy. Voilà. Vanessa Lamy. Donc, sur Amazon, Vanessa Lamy, on retrouve tous mes livres. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, Vanessa-Lamy-auteur. Là, vous me retrouvez, et vous pourrez suivre la sortie des prochains livres pour ne pas les louper. Ça, c'est génial. Donc, j'espère que tu me mettras au courant pour les prochains livres. Exactement, tout à fait. En tous les cas, c'est génial ce travail. C'est un travail vraiment titanesque. Et je te félicite. Merci. Et c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Et ça va être un plaisir de te rencontrer à nouveau pour la sortie de tes
Exactement, livre. les prochains, avec grand plaisir. Alors Merci Vanessa beaucoup. et moi, on vous dit bye bye. Bye bye. Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir Romain Buxaud. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc Romain est illustrateur, d'après ce qu'on voit d'ailleurs sur les chevalets. C'est magnifique. Donc je voudrais que tu me parles un petit peu de ce commencement et pourquoi les mangas. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Ah, c'est... Et les mangas, c'est arrivé aussi à peu près au même âge en regardant Club Dorothée. Voilà, incroyable. Tout simplement. Ouais. Et en regardant, en étant fan de Dragon Ball, de Senseiya et tous les dessins animés qu'il y avait au Club Dorothée. Et je m'amusais à reproduire ces personnages-là. Étant petit, j'ai commencé après à prendre des cours de dessin sur là où j'habite, sur Saint-Mathieu, avec une artiste qui est quand même connue, Christiane Villalonga, où là j'ai commencé à apprendre les bases de l'art en général. À quel âge? À partir de 5 ans. À partir de 5 ans. C'est arrivé très très vite. Et à partir de là, j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui était le domaine de l'art. D'accord, mais tu faisais des cours... Je prenais des cours comme ça pour apprendre. C'était régulièrement, c'était toutes les semaines, j'y allais toutes les semaines. Toutes les semaines quand même. Hein. Une fois par semaine. Et je prenais des cours, donc je faisais de la peinture à l'huile, des pastels secs, des pastels gras. Donc tu devais d'abord faire le b.a.-ba de... Voilà, j'apprenais un peu le b.a.-ba, oui. En sachant que ce que je voulais faire à l'avenir, c'était travailler dans le milieu artistique, dans le dessin, la peinture, l'illustration, trouver un moyen. Mais tu es déjà affirmatif. C'était déjà sûr et certain, c'est ce que je voulais faire. Et donc tes parents ont appuyé. Mes parents m'ont suivi. Voilà. J'ai des parents qui, sur ça, sont assez ouverts. Surtout à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était surtout, il fallait passer le bac. Non, moi, mes parents, ils étaient plus dans le fais ce que tu as envie de faire et fais-le à fond. Sauf que, au niveau de, on va dire au niveau scolaire, à cette époque-là, ce que je voulais faire, c'était pas très bien vu. Donc, dans les années 80-90, c'était pas bien vu et il fallait qu'on fasse des études générales et passer le bac. Donc, j'ai essayé, tant bien que mal, parce que j'étais vraiment pas très bon à l'école. Enfin, on va pas dire pas très bon, c'est que je faisais le minimum. Et je suis arrivé en seconde dans une classe que je voulais pas. Enfin, c'était dans un cursus que je voulais pas faire. C'était SES. Donc c'était la science économique et sociale. Ça me plaisait pas du tout, c'était pas ce que je voulais faire. Et de là, j'ai cherché comment sortir de ce cursus-là pour pouvoir entrer aux Beaux-Arts sans avoir le bac, ni même le niveau bac. J'ai trouvé des façons de le faire qui sont très compliquées parce que j'étais obligé de passer plus de concours que ceux qui avaient le bac. Je crois que tu allais me dire, c'était trop compliqué à falsifier. Ah non, pas falsifier. Il fallait vraiment que je le fasse parce que de toute façon, en seconde, ils avaient décidé de me virer. Ah d'accord. Donc, il n'y avait plus le choix, quoi. Voilà, mais quand ils me l'ont annoncé, c'était trop tard pour eux aussi parce que moi, j'étais pris en année préparatoire aux Beaux-Arts à 7. Du coup, j'ai passé 2 concours pour pouvoir y rentrer. De là, qui se sont bien passés. Et cette année, c'est super bien passé. J'ai découvert énormément de choses, notamment au niveau de l'art contemporain et au niveau de l'émergence du street art et du pop art. Ah. Parce qu'à 7, ça commençait à sortir et c'est l'année où a été construit le centre d'art de pop art qui est ouvert à 7 et d'art minimaliste aussi. Et du coup, j'avais ce terrain de jeu fabuleux à 7 qui est énorme parce que niveau artistique et culturel, c'est fabuleux. Et j'ai fait une année fabuleuse là-bas. Et après, à la fin de l'année, il a fallu passer des concours pour entrer du coup en cursus normal aux Beaux-Arts. Et j'ai réussi à être pris à Toulon. Donc de là, tu as obligé de déménager. J'ai dû redéménager encore une fois. Individuellement, quoi. Voilà, je suis parti à Toulon et en fait, là-bas, ça s'est pas super bien passé. Disons que les Beaux-Arts ont toujours des spécialités bien particulières. Et Toulon, ils étaient plus portés sur le côté, on va dire, plus architecture.
Alors que moi, j'étais toujours porté sur le côté illustration, bande dessinée. Mais comme j'avais testé à Angoulême et que Angoulême, il y a beaucoup de monde qui voulait rentrer à cette époque-là, j'ai pas été pris parce que j'avais peut-être un niveau un peu trop faible. Puis comme j'étais pas du secteur vraiment, donc des fois ils privilégient les gens qui sont du secteur, un peu comme dans toutes les écoles de toute façon. Et du coup, à Toulon, ça s'est pas super bien passé. En plus, c'était les élections. À ce moment-là, les élections Chirac-Le Pen. C'est arrivé à ce moment-là, donc ils ont dû faire un choix sûrement pour récupérer un peu d'argent. Ben voilà. Donc ils ont viré pas mal d'élèves à ce moment-là. Et moi, je faisais partie du lot. Et à ce niveau-là, je suis parti un peu dégoûté de cet univers-là. Mais toujours en voulant continuer dans tout ce qui était illustration. Mais tu avais déjà un savoir quand même. J'avais un savoir. Les Beaux-Arts, c'était surtout pour avoir une connaissance générale. Et je voulais plus essayer de m'approfondir là-dedans, mais je connaissais rien. Donc j'ai dû le faire en autodidacte. Et il me fallait des sous aussi, donc il a fallu que je commence à travailler. Du coup, j'ai travaillé dans l'animation, où j'ai été directeur de centre de loisirs et animateur pendant quelques années. Puis un jour, ça m'a pété. J'ai commencé à m'entraîner pour être tatoueur. Donc à côté, je m'entraînais pour devenir tatoueur, pour essayer d'ouvrir un salon de tatouage. Sauf que là, encore une fois, le moment où j'ai voulu ouvrir mon salon de tatouage, il y a eu le Covid. Donc ça a été très compliqué. Mais le Covid a fait beaucoup de changements au niveau... Il y a eu beaucoup de changements. Et en fait, après le Covid, j'ai dit, j'ai pas la clientèle qu'il faut. J'ai pas vraiment la clientèle là où je suis situé pour avoir des gens qui viennent se faire tatouer, même si j'en avais quelques-uns qui venaient. C'était occasionnellement, ça me permettait pas forcément de vivre. Mais à côté, je commençais déjà à donner des cours de dessin à certaines personnes. Et je faisais beaucoup d'expositions. Donc j'ai dit, je vais essayer de continuer comme ça et de donner des cours de dessin et des cours de tatouage aussi. Pour initier les jeunes et les personnes. Tu tatouais, tu avais ton petit cabinet de tatouage ou pas? J'avais ouvert mon cabinet, mon salon de tatouage, mais qui maintenant est fermé. Ah heureusement, parce que voilà. Si tu étais complètement... Oui. Je continue à faire des dessins dans le style du tatouage, parce que ça s'allie aussi très bien avec l'univers du manga et tout ça. Mais du coup, maintenant, je donne des cours de dessin, je fais des expos, je fais les marchés de Noël, je vais me lancer à essayer de faire les salons aussi, salons artistiques et les salons manga et tout ça. Oui, mais de plus en plus, c'est de plus en plus la mode. Mais de plus en plus, et moi j'essaie de faire comprendre un peu aux gens, aux personnes plus âgées et aux personnes de ma génération aussi, que en fait l'art qui a maintenant a évolué, parce que je vois qu'on reste toujours dans les musées souvent et dans les galeries, ça reste toujours très art contemporain et tout ça. Et j'ai envie de leur dire, mais le problème c'est que l'art a évolué, il va falloir qu'on arrête de rester dans l'art des années 70. Bien sûr. Et sortir et se rendre compte qu'en fait, l'art, maintenant, c'est des mecs qui font de la bande dessinée. Mais c'est très beau, c'est très 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 beau. Qui font des illustrations. Est-ce que tu as fait des livres déjà? Alors non, j'ai pas fait de livre parce que, étant dyslexique, je suis nul en orthographe et j'ai des idées d'histoire, mais j'arrive pas à les écrire. Pour toi. Voilà, c'est pour ça que du coup, il faut pour l'instant, j'ai pas d'auteur. Pour toi parce que tu as quand même des images extraordinaires dont tu peux nominer. Par exemple, telle personne, oui. Tu vois, comment ça se passe alors? On fait est-ce que c'est basé sur une photo? Alors, est-ce que c'est basé? Est-ce que par exemple, moi, je l'écoute, mon cher ami, je voudrais que tu me présentes en manga une de mes photos. Alors, je peux le faire. En fait, là, je me baserai sur une de tes photos et je le ferai à ma façon en style manga. Voilà, ça c'est intéressant quand même. Hein. Ça, c'est faisable. Et ce que je fais aussi, c'est la plupart du temps, c'est sorti de mon imaginaire. Mais des fois, il y en a certains où c'est inspiré déjà de mangas existants. J'ai des clients, des fois, qui me demandent des personnages de mangas qui existent déjà, donc je les fais à ma façon. Mais c'est des personnages existants. Et moi, après, ce que je propose, les œuvres que je propose de moi, c'est des personnages qui ont été complètement inventés. Par exemple, ceux-là, tous les derniers que j'ai faits, c'est inventé. C'est des personnages qui sont complètement inventés et des fois qui sont un peu farfelus. Par exemple, celui-là, c'est une jeune fille qui a ses cheveux qui rentrent dans un bol de ramen. Ah oui, d'accord. Et en fait, ses cheveux, c'est les nouilles de ramen. Là, elle sort d'un sushi.
Donc il y a toujours des thématiques un peu comme ça. C'est super sympa et ça mérite, justement, ça mérite d'être édité. Oui. Là, par exemple, celui-là, je me suis inspiré alors du Pic Saint-Loup et du Château de Montferrand, la vue que j'ai de chez moi en fait. Et j'ai pris pour le personnage, je voulais un personnage, comme je reste toujours dans le thème du Japon un peu. C'est très beau. J'ai pris le costume d'écolier japonais, mais j'ai mis les couleurs de mon village qui sont le noir et le jaune. Ah oui. Voilà. Et à côté, j'avais fait un truc plus contre, où là, c'est une jeune fille qui est dans un truc très sombre, très noir. C'est inspiré de Mercredi Adams en plus. Du coup, j'ai fait l'opposé du plus lumineux. Oui, il y a possibilité de tourner. Ah, c'est super joli. Là, il y en a un, c'est inspiré d'un film animé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Suzume, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais c'est ta création. Et je l'ai fait à ma façon. Là, c'est pareil, c'est inspiré. Il y en a un qui est inspiré d'un manga aussi. Celui qui est dans l'espèce de logo en flamme. Mais c'est très beau. Très beau. Celui-là, c'est inspiré de manga aussi. Ouais. Magnifique. Magnifique. Donc là, nous sommes en janvier, le 15 janvier. Tes projets futurs? Mes projets futurs. Alors, dans mes projets futurs, là, il y a une exposition à la médiathèque des Mattel qui est en février, tout le mois de février. Alors, quand tu fais une exposition, ça fait combien de... C'est comme une exposition de tableaux? C'est une exposition de tableaux. Alors, la plupart du temps, c'est certaines de mes illustrations que j'ai mis dans des cadres. Qui font combien à peu près? Alors, qui font ce format-là, donc le format A4. Et j'en ai des plus grandes qui sont en format A3. Et après, j'en ai sur des planches de skate. Ah, voilà. Où je dessine sur des planches de skate. Donc, il y aura des planches de skate qui seront accrochées aussi. Et après, il y a sur des petits objets que je fais moi. Ouais, tu peux faire sur beaucoup de choses. En fait, moi, après, je fais des objets que je revends. Ça, c'est important de le dire. Oui, je fais des objets en fait que je revends. Et du coup, là, je me suis mis à faire sur des mugs. Donc, j'ai certaines de mes illustrations sur des mugs, sur des gourdes, des porte-clés, des badges. Très bonne idée. Et puis après, ceux que je fais en numérique, je les imprime pour pouvoir les vendre moins cher et à un public plus ou moins jeune aussi. Mais c'est souvent parce que j'ai eu des jeunes qui sont attirés par ça et qui me disent, je peux pas m'acheter un dessin qui est fait à la main, comme ceux que tu as à côté de toi, parce que je les vends plus cher. Parce que c'est des œuvres uniques, il n'y en a pas d'autres. Oui, voilà. Alors qu'un fait sur tablette, je peux l'imprimer plusieurs fois et ça me coûte juste le prix de l'impression. D'accord. Donc je peux vendre du coup ça en plus grand nombre et les jeunes peuvent au moins avoir une œuvre faite par moi parce que je leur signe à chaque fois derrière et tout. Et du coup, ils l'ont pour moins cher. Et du coup, ça leur apporte le côté un peu... ça leur permet d'arriver vers l'artistique grâce à ça. Alors, je vais donner le dernier mot. Et pourquoi tu fais des œuvres uniques alors que tu peux faire des œuvres... Mais je fais des œuvres uniques parce que j'ai certaines personnes qui me les demandent. Voilà. Donc, par exemple, un skate, j'ai une personne qui m'a demandé un skate, si tu faisais aujourd'hui un livre, est-ce que tu aurais le droit d'utiliser ces œuvres uniques? Je pense que oui. Je pourrais les utiliser aussi. Donc, tu n'as pas signé de convention spéciale unique? Non. Je n'ai pas de signé de convention spéciale. C'est ce que je voulais savoir. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu me dises, cher ami, comment on fait pour te joindre, parce que c'est très intéressant, c'est très beau ce que tu fais. Et vraiment, je te souhaite un long chemin. Merci. Alors, pour me joindre, c'est simple. Par ma page Facebook qui s'appelle Skull Art Inc. Donc SKU2LART-INK. Sur mon Instagram aussi, pareil. C'est Skull Art Inc. Et c'est tout. Alors moi, j'incite les personnes qui seraient intéressées d'aider justement Romain à en faire des livres parce que vraiment, c'est très, très, très beau et j'admire ce qu'il fait comme travail. Tu es un super créateur et je te remercie. Merci. Et je te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Alors, excuse-moi, Romain. Alors, Romain et moi, nous allons vous dire bye bye. Au revoir. Nous sommes sur le plateau des Love Sisters et je suis accompagnée de Serge Tortolano. Exactement, bravo. Je parle de lui parce qu'il a
beaucoup participé à ce projet. Mais l'élément principal est Eddie Pénard. Il paraît. Il paraît. Ouais. Et tout le monde va deviner ce que je veux dire. Toi, ma gueule. Toi, ma gueule. Exactement. On pense à qui en disant toi, ma gueule? On pense à monsieur Johnny Hallyday. Ouais. Voilà. Donc, je vous ai vu sur scène. Et vraiment, c'est un travail titanesque. Un travail qui met en hommage Johnny. C'est vrai. Et c'est ce qu'on s'est forcé c'est important de faire. d'appuyer là-dessus d'ailleurs. C'est important d'appuyer là-dessus parce que c'est complètement différent des autres. Et donc, je vais vous demander le pourquoi dont je connais. Ça va de soi, hein, attention. Hein. Donc, je connais. Donc, je vais poser le pourquoi. Alors, le pourquoi, je vais même dire quelque chose qui est un peu particulier, c'est qu'au départ, j'avais dit non au projet. Parce qu'il existe tellement de choses sur Johnny Hallyday, les sosies, faire quelque chose de différent. Voilà, les imitateurs, machin, tout ça. J'étais pas très chaud. Après, j'ai réfléchi et puis j'ai dit, bon, je veux bien faire un hommage, justement, pas une reproduction de Johnny, quoi. Un hommage, un véritable hommage où c'est vraiment Johnny Hallyday, la star du spectacle. C'est pas moi, c'est pas nous, on interprète, on rend vraiment hommage. On fait quelque chose de différent. C'était très important pour moi. On le refait vivre sur des écrans. Des périodes de concerts au Stade de France. Il y a des moyens techniques dont il parlera mieux, lui, parce que c'est lui le boss de la technique, hein, à part la guitare. On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est voilà, on voulait important. faire quelque chose vraiment de différent et un véritable hommage. C'est pas un concert de Johnny. C'est Johnny Non, mais est présent. j'ai compris. Voilà. Tu ne veux pas être le sosie. Non. D'ailleurs, je ne ressemble pas à Johnny. Non, tu alors tu ne ressembles pas du tout, hein, je te rassure tout de suite. Est-ce que je dois te rassurer ou pas te rassurer, mais ça prouve que c'est pas ce que tu recherches. Parce que tu aurais pu prendre des mimiques, des trucs comme... Des mimiques. Je citerai personne, mais il y en a plein. Voilà. Si tu portes la croix quand même. Oui, c'est un cadeau d'ailleurs. C'est un fan qui m'a fait un cadeau. Un bijoutier. C'est sur mesure, en argent et tout. On va parler maintenant de Serge. Oui. Qui a joué un rôle très, très, très important aussi dans ce projet. Oui. Qui a apporté beaucoup de choses, et bien sûr, qui étaient connues aussi avant. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi aussi, bien avant sûr. de commencer à lancer toi, ma gueule. Donc, alors, moi, il faut savoir qu'on est 3 à l'origine dans ce truc. Il y a Eddie, effectivement, pour le chant. Il y a aussi Jimmy, le batteur, qui lui, c'est un geek et il prend les médias, il les découpe, il fait des montages et c'est lui qui a goupillé toutes les vidéos. Et donc, on a mis notre savoir-faire ensemble. Ça, c'était pendant la période Covid où on n'avait pas beaucoup de travail. Donc, on avait du temps, par contre. Donc, on a mis ça en application. Et puis après, les idées sont nées comme ça. Et donc, chacun a amené son savoir-faire. Moi, j'avais la chance, effectivement, d'avoir du matériel, parce que pour ce faire, il faut savoir qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut, justement, et là, il y avait surtout ce matériel que je possède, et on est quand même 14 sur scène, plus des techniciens. Oui, j'allais le dire, vous êtes beaucoup sur scène. Hein. Donc, du coup, et pour mener à bien ce spectacle, on avait besoin d'avoir des conditions un peu extrême. D'ailleurs, on va le voir en extrait, ils vont vite le comprendre. Ouais, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait besoin de vidéos, on avait besoin de systèmes de monitoring dans les oreilles pour tout le monde. Donc déjà, c'est pas un petit... j'ai rien contre eux, mais un petit groupe de quartier qui aurait pu s'offrir ça. Et puis on avait surtout aussi besoin de médias. Et tu en avais combien de monitoring ? On est 14, on a 14... Oui, mais là, vous les avez achetés, tu les avais pas tous. J'ai investi, c'est ma société qui gère ça, qui s'appelle AB Sonopron et qui gère ça. C'était intéressant, ça aussi. Oui, bien sûr. Mais grâce à ces moyens-là, c'est vrai que ça nous a permis de donner une dimension un peu exceptionnelle à ce qu'on souhaitait faire. En plus de ça, l'idée étant d'immerger les spectateurs dans un spectacle live de Johnny, avec nous qui l'interprétons, on a eu l'idée de recréer le bruit que font les spectateurs dans une salle de concert. C'est-à-dire que... Mais ça, on va le découvrir dans le teaser. Exactement. Est-ce qu'on peut le regarder comme ça, on peut poser les questions adéquates. On va regarder le teaser. Allez, on regarde le teaser. Toi, ma gueule,
Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Ouais, quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Soudainement je suis tombé. Et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Et c'était une étincelle, oui de rien. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Moi, je viens de voir ce teaser et vraiment l'idée que vous avez eue est vraiment complètement différente. On ne peut pas l'identifier. Donc, vous aviez raison. Par contre, Eddie, tu as une très belle voix. Merci. Une très très belle voix. Donc un beau talent, quoi. Donc vraiment, malgré tout, la chance que tu as, c'est quand même d'avoir cette voix éraillée. Pour le coup, c'est vraiment de la chance parce que j'ai jamais travaillé ma voix. Oui, mais enfin, elle est venue de naissance. Enfin, regardons quand même ce que Serge, il s'est investi quand même. Et là, vous êtes vraiment je pense, les meilleurs potes du monde. Et vous avez ce projet qui est réalisé, qui est grandiose et qui vous unit, comme un mariage presque. Et donc, je trouve ça très touchant. Et en même temps, c'est vraiment professionnel. De ce qu'on a vu, c'est vraiment professionnel. Et je ne peux qu'admirer ce que vous faites. La question que je me pose, 14 sur scène, c'est très cher. Tout est relatif. Non, pas forcément. Non, ça a un coût, certes, mais bon, en fait, c'est... Non, mais je parle pas de votre spectacle. Je parle de 14 personnes sur scène. Bah, ça induit, effectivement, il y a des salaires, il y a de la logistique, il y a tout ça, et des moyens aussi techniques qui, quand on est juste un trio et qu'on se déplace, on se déplace dans une petite bagnole. Donc, il y a plusieurs tarifs. Eh ben, disons, il y a en fonction des déplacements, parce que d'avoir une voiture qui se déplace, ou un minibus, ou un tourbus, ça n'a pas les mêmes coûts. Donc forcément, en fait, à chaque fois, pour en venir au tarif, ça fait l'objet d'un calcul et d'un devis, évidemment, si on est sollicité. Oui, mais c'est bien, parce qu'il y a un choix. Bah oui, bien sûr. C'est ça qui est bien, c'est le choix. Le choix. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui a envie de vous avoir, peut choisir dans... On peut proposer différentes alternatives, voilà. Soit avec les moyens techniques fournis, soit sans. Donc c'est vrai que ça a une incidence sur les coûts, évidemment. Donc vous avez commencé en 2020, je suppose. Oui, c'était ça, 20 ou 21 ? Covid, c'était quand ? 20. C'était pendant le Covid. C'était 20. Voilà. Et donc, ça a perduré, hein. Mais enfin, c'était 20. Ça a perduré volontairement, mais ça a perduré. Et c'était vraiment pour continuer à exister pendant la période Covid, parce qu'on a su que les quelques spectacles qui pouvaient avoir lieu en période Covid, c'était des spectacles avec distanciation, avec par Internet. Des personnes assises aussi. Donc il y avait des gens qui venaient, qui devaient assister à des soirées, même à Mogio, on avait joué. Habituellement, la fête de Mogio, on la connaît, on est tous collés serrés. Là, à la fête de Mogio, ils ont quand même voulu faire un événement. Ils avaient mis, comme tout le monde, se devait de le faire, des chaises écartées d'un mètre, et voilà. Et nous, on a pu jouer grâce à ça, cette période-là. Ah, ça, c'est déjà bien. C'est une bonne chose. C'était l'idée. Ça a démarré comme ça, en fait. Donc là, nous sommes en janvier. Et quels sont maintenant vos projets de la continuité, je suppose ?
Oui, Hein. bien sûr. Et donc, est-ce que vous agrandissez le spectacle Voilà, très bonne question. On attend que quelqu'un s'intéresse à nous, mais quelqu'un qui aurait des beaux moyens, parce que nous, on l'a fait avec nos moyens, mais on a encore plein d'idées pour développer le truc, le rendre sublime. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu tous les deux, parce que ça, c'est intéressant, parce que il faut, vu déjà ce qu'on voit est très intéressant, et si, et si déjà vos idées sont au-delà de ce qu'on a vu, En fait, donc il faut quelqu'un. nous, on a, par exemple, moi j'ai vu ce qui se fait actuellement pour les hommages à Johnny. Il y a soit donc les sosies qui eux rendent hommage à leur manière. Ça ou dure alors- un temps. Oui. Et puis après, il y a Yvan Cassard qui, lui, a fait un très gros hommage avec l'Orchestre Philharmonique. Et donc, et en fait, nous, la chance qu'on a, c'est que ce spectacle est magique. C'est-à-dire qu'il y a une réelle émotion. Et avec, entre guillemets, des petits moyens, on arrive à vraiment toucher le cœur des gens et pas seulement les fans de Johnny. C'est-à-dire que les idées sont telles qu'on embarque les gens. Et même certains stratagèmes qu'on a développés dans notre spectacle ont inspiré le spectacle d'Yvan Cassard. C'est énorme. Ouais. C'est Et énorme. si on avait leurs moyens, ça serait gigantesque. Parce qu'en fait, quand il y a eu hommage à Johnny, c'était à Bercy, et il y avait ils avaient des gros moyens techniques. Et nous, si on avait la chance d'avoir ça, quelqu'un qui mette, qui nous aide là-dessus, on pourrait aller encore plus loin. Donc on est en train de chercher quelqu'un qui vous aide. Éventuellement. Donc en même temps, cette émission va permettre aussi de voir ce dont vous avez été capable avec vos moyens. C'est ça. On va dire vos moyens quand même qui ont dépassé largement les moyens de certains. Exactement. Parce que malgré tout... Mais on n'est pas au bout encore. On a encore plein de oui, choses mais à développer. C'est déjà important. Ouais. Donc chanter une chanson en bande-son, est-ce que vous nous présentez, c'est autre chose quand même. Je suis désolée, je ne critique pas, puisque de toute façon, ça n'a rien à voir. Ce que vous avez monté, c'est quelque chose de grandiose, avec des idées grandioses. Vous avez voulu être différent des autres, complètement différent. Vous êtes différent. Vous êtes différent, je tiens à le préciser, parce que je l'ai remarqué. Et je l'ai remarqué bien avant que je vous reçoive. Et donc, je trouve vraiment que j'aimerais qu'on en parle encore. Eddie, ton dernier mot, toi. Après, ça va être Serge, ne crois pas. Ah, mon dernier mot, je vais appuyer ce que tu as dit juste avant. Ce qui est très intéressant dans ce spectacle, et ça, on ne le savait pas au départ, c'est que ça plaît aux fans de Johnny, mais surtout, ça plaît même les gens qui n'aimaient pas carrément Johnny. Il y a des gens qui n'aimaient pas, on a le droit de ne pas aimer, qui se sont retrouvés devant ce spectacle et ils ont adoré le spectacle aussi. Ou c'est peut-être Donc, ce c'est que magique. vous avez présenté aussi. Ouais, c'est magique, c'est magique. Vous avez fait une magie. Ouais, En ouais. gros, vous avez créé une magie. Serge, ton dernier mot, j'aimerais que tu regardes la caméra Oui. et que tu demandes justement à quelqu'un qui vous remarque. Ben voilà, donc c'est dit effectivement, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aurait envie de s'investir dans cette aventure, ça sera avec plaisir. On pourra aller encore plus loin. Ce ne sera pas qu'un plaisir. Ah, ça sera pas qu'un plaisir, mais ça sera déjà pas mal. Ça sera le rêve qui se réalise. Ça sera un rêve qui se réalise. Tout Voilà. à fait, ouais. Merci Eddie. Merci Serge. Vous Merci à êtes vous. extraordinaire. Et bravo. Et j'espère vous voir bientôt, moi-même, avec mon époux sur scène. Vous êtes les bienvenus. Rapidement. Avec plaisir. Bye bye. Quel est ce pays où
Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Et moi, qui danse ma vie, moi qui chante et qui rit, je pense à lui, oh. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort, peut-être.